Et le danger, c'est d'aller contre les parents. Donc là, c'est ça qui est fatal. Ça veut dire que le danger, c'est quand le parent dit que je veux que tu deviennes comptable et tu dis que tu n'as rien compris à la vie. Moi, il te dit que les comptables sont pauvres. La preuve, mes amis qui sont comptables, ils ne font rien. Si tu le fais, c'est fatal. Parce que quand tu vas contre l'opinion de tes parents, comme en marketing, comme en vente, on ne va pas contre l'opinion des gens parce qu'une opinion, ça se construit. Donc, ça se construit avec des expériences, avec... C'est très lié à la personne, à son identité. Donc, quand tu vas contre l'opinion de quelqu'un, c'est comme si tu allais contre sa personne. Et du coup, personne ne veut qu'on aille contre sa personne. Tout le monde essaie de se défendre. Ce n'est pas comme, c'est une attaque. C'est une attaque contre toute ta vie. Tu vois, parce que tu as grandi dans un environnement. C'est comme si quelqu'un est né à Mabanda ici à Douala. Il n'a vécu qu'à Mabanda. Il a vécu dans des conditions tellement tragiques et difficiles. Il s'est battu avec sa famille. Il mangeait le riz des voisins parce qu'il n'avait même pas les moyens pour acheter 1 kilo de riz pour manger à la maison. Il a vécu comme ça pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et à 30 ans, il est toujours dans la lecture de l'heure. Un jour, il te rencontre, tu lui présentes un joker, il demande ça coûte combien? Tu dis 1500. Il dit que c'est cher. Tu dis donc, comment tu dis que c'est cher? C'est accessible. Et n'exagère pas. Selon toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? En fait, tu es en train de remettre en question toute ta vie. Et comment tu penses qu'il va te laisser faire? Il va te combattre. Il va se radicaliser. Il va te démontrer pourquoi c'est cher et ça n'a aucune utilité. Donc, tu ne peux pas aller contre l'opinion de ton père. Ça veut dire que il t'a vu, il t'a lavé. Il t'a vu grandir, il t'a nourri. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter son opinion. Il faut accepter son opinion. Il faut même parfois faire semblant au besoin. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de devenir comptable? Lorsque tu sais que même dans la vidéo, il faut faire la comptabilité. Dans la vidéo, il faut faire la comptabilité. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que quand tu fais les vidéos, il faut bien que tu calcules. On a fait quel chiffre aujourd'hui? Quel est le bilan de ce mois? Si tu sais mieux faire ça, parce que tu es comptable, c'est bien. Bon. Donc, ça veut dire que pour ne pas aller contre l'opinion de ton père, tu peux dire, OK, papa, je vais m'inscrire en comptabilité. Tu fais la compta. Mais maintenant, dans tes applications pratiques, tu appliques ça dans ta vidéo. Tu vois? Donc, ça ne t'empêche en rien de le faire. Moi, j'aurais pu dire à mes parents, vous voulez qu'ils deviennent médecins? Je ne veux pas. Je ne pars pas en fac de médecine. Je vais faire ce qui me plaît. Je ne sais pas où je serai aujourd'hui. D'abord, je n'avais pas les moyens. Je n'avais pas la possibilité de financer mes rêves. Donc, du coup, je devais faire quoi? Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Donc, du coup, j'ai accepté de faire médecine parce que je savais que, OK, ça va leur faire plaisir. Mais après, j'ai réfléchi, comment est-ce que je peux utiliser cette médecine-là pour mieux faire ce qui me plaît? Voilà, aujourd'hui, je pense que le fait d'être entrepreneur, médecin, me donne un avantage exceptionnel parce que j'analyse les projets comme si c'était un patient. Donc, du coup, je suis très fin dans ce que je fais. Très fin. Parce que je suis médecin. Donc, du coup, ça m'a aidé énormément. Bon, du coup, ça m'amène à une autre question. Parce que si j'ai bien compris, en résumé, il faut déjà, dans un premier temps, accepter la décision des parents. Bon, après, je vais nuancer. Il faut pas accepter aussi tout. Tout. Est-ce que ton père te dit d'être prostitué? Oui. Est-ce que tu vas accepter parce que c'est la décision de tes parents? Moi, il y a des parents qui poussent leurs enfants à la prostitution. Hein. Oui, filles comme garçons. Parce que quand tu es la mère d'une fille qui a 15 ans et tu lui demandes 30 000, c'est pour qu'elle prenne où? Je ne peux pas seulement citer les noms. Ça veut dire que moi, je connais des familles où la mère dit à sa fille qui a 15 ans que trouve-moi 30 000 pour ce soir. Faites ton possible. C'est pour qu'elle prenne où? C'est pour que cette fille de 15 ans prenne 30 000 où? Tu vois, ça veut dire que de manière même inconsciente ou subliminale, elle est en train de pousser sa fille à la prostitution. Parce qu'elle va prendre l'argent où? Et quand elle rentre sans l'argent, elle la fouette. Mais je t'ai dit que j'ai besoin de 30 000, je dois cotiser à la réunion. L'enfant doit faire comment? Donc, du coup, il ne faut pas aussi tout accepter. Quand je dis accepter, ça veut dire que parfois, tu peux même faire semblant d'accepter, mais ne pas faire. Tu vois, moi, parfois, mes parents me demandaient, voilà, il faut que tu fasses tes dossiers pour aller aux États-Unis ou au Canada parce que tu n'as pas d'avenir au Cameroun. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Envoie-moi la liste des dossiers à faire. Il m'envoie la liste et puis, je fais comme si je faisais. Comment ça avance? Oui, j'ai rencontré telle difficulté avec tel dossier-là. J'ai rencontré un monsieur là, j'espère qu'il va m'aider à le faire. Tu fais comme si tu fais, mais en fait, tu n'es pas en train de le faire. Tu es en train de travailler sur autre chose. Pour ne pas inutilement entrer en conflit avec tes parents, ce qui n'a aucun avantage.
plus digestive. Oui, parce que quand j'ai dit qu'il faut accepter, c'est pas qu'il faut accepter tout aussi. Oui. Il y a des choses qu'il faut refuser. Oui. Maintenant, quand tu auras les moyens de financer ce que tu veux faire, tu pourras refuser plus facilement, de manière plus diplomatique. Oui, parce que tu auras les moyens de dire non. Je pense que ça est mieux pour telle raison. La preuve, c'est que j'ai plus d'argent que toi. Donc voilà. Ça, c'est très pertinent. Lorsque tu commences à ramener l'argent, t'avoir compte. Non, t'avoir compte, parce que là, on sent que tu as compris quelque chose que peut-être les autres n'ont pas compris. Tu es médecin et sur le plan de ta carrière de médecin et ta carrière en tant qu'entrepreneur, serial entrepreneur, puisque tu as énormément d'activités, comment est-ce que tu réussis à faire le parallèle? Et lorsque tu es dans tes fonctions de médecin, je suppose que tu rencontres beaucoup de personnes qui te connaissent beaucoup plus dans ta casquette d'entrepreneur. Comment ça se passe, la relation avec ces personnes-là? Est-ce qu'ils ne veulent pas beaucoup plus bénéficier même de tes prestations en tant que médecin, en tant qu'entrepreneur au lieu de médecin? Donc, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu exerces réellement encore cette fonction de médecin? Alors ça, c'est une question qui est très pertinente. Et avec l'activité que je mène, j'ai dû m'adapter. Je vais prendre quelques exemples. Moi, je ne soigne pas les personnes qui sont proches de moi. Jamais. Donc, si quelqu'un est proche de moi, on se connaît, ce sera difficile que si tu as un problème, je te prenne en charge moi-même. Je vais toujours te recommander vers un collègue, même si je sais exactement ce que c'est. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne peux plus consulter comme avant. Ça veut dire, tu t'assois, tu reçois les patients à longueur de journée. Je ne peux plus le faire parce que ça m'entraîne plus de problèmes. Parce que quand tu es trop connu, ça fait que ça biaise même la consultation. Oui, parce que tu as le patient qui vient, il te voit et puis même dans les questions, il veut maintenant parler d'autres choses, il veut maintenant te parler d'autres problèmes qu'il a alors qu'il était venu pour la consultation et ça biaise un peu à ce niveau. La troisième chose, c'est que je n'ai pas droit à l'erreur. Tu vois, si un médecin peut de temps en temps commettre des erreurs médicales, pour moi, c'est interdit. C'est totalement interdit. C'est pour ça que j'ai une base de données très importante de médecins avec qui je travaille. Je sais que dans tel domaine, celui-ci est bon, dans tel domaine, celui-ci est bon. Donc, quand je reçois un patient et je me rends compte à un certain moment, même si c'est infime, que je n'ai pas toute la compétence pour le prendre en charge directement, je le refais chez un collègue. Moi, je dis toujours que le bon médecin, c'est celui qui s'est référé à temps. Donc, je n'essaye pas de faire la magie. Donc, quand je me rends compte que là, je ne peux pas totalement le prendre en charge comme il faut, je lui dis, OK, je t'envoie chez un collègue, je contacte le collègue, je lui explique le cas, je lui envoie peut-être son dossier électronique, lui continue le relais. Moi, j'ai décidé de jouer plutôt un autre rôle parce que je dis toujours que en Afrique, 80% des patients ne sont pas à l'hôpital. Ceux qui sont à l'hôpital, c'est 20% des patients. Les vrais patients en Afrique ne sont pas à l'hôpital. Parce que, expliquons un peu les choses simplement. Pour aller à l'hôpital, il faut avoir de l'argent. Donc, quand tu te lèves pour aller à l'hôpital, ça veut dire que tu as de l'argent. Oui, justement. Sinon, comment tu vas faire? Puisque quand tu arrives, on va d'abord te dire achète le carnet. Après, parfois on va te dire achète le thermomètre. On va te dire paye pour la consultation. OK, tu t'assois pendant un certain nombre de temps en fonction de l'hôpital où tu vas. Ça peut durer très longtemps ou ça peut mettre très peu de temps si tu as payé plus cher. Tu rencontres le médecin. Tu sais déjà que quand tu sors de la consultation, il y a tout l'ordonnance, il y a tous les examens. Il faut payer. Il faut que tu aies de l'argent. Parfois, les examens, ça peut coûter 10 000, 15 000, 20 000. Je tiens à préciser qu'il y a des familles dans lesquelles la ration d'une semaine, c'est 10 000, 15 000. Mais là, tu dois pouvoir faire les examens. Et ce n'est pas fini. Parce que quand on t'a donné l'ordonnance, on t'a demandé de faire les examens, tout va dépendre des résultats. Parce qu'en fonction du résultat de l'examen, on peut dire qu'il faut t'opérer. Et je ne sais pas où tu vas prendre l'argent pour qu'on t'opère parce que ça peut coûter 500 000, 300 000, 1 million, ainsi de suite. Donc, du coup, psychologiquement, comme nous sommes dans une société dans laquelle il n'y a pas de sécurité sociale, ni de couverture santé universelle réelle, il y en a une, mais pour moi, est-ce qu'elle est vraiment efficace? Il faut poser la question de manière profonde pour comprendre. Donc, les gens ne partent pas à l'hôpital. Les malades ne partent pas à l'hôpital. Donc, quand quelqu'un a un problème, il va boire le jus des feuilles de mangue, il va prendre les pépins de papaye, il va faire bouillir, il va boire, il va masser son dos avec l'os du gorille, il va se battre, tu vois. Il va essayer de trouver toutes les solutions possibles
pour que ça puisse guérir. C'est quand il n'y arrive pas, il va maintenant se faire aider peut-être par un praticien. Je suis pas en train de dire que la médecine traditionnelle ne fonctionne pas, hein. Au contraire, on peut faire tout un podcast dessus. Mais on va essayer des choses sur lui parfois par des personnes qui n'ont pas l'expertise nécessaire pour le faire. Et c'est quand ce sera déjà très grave qu'on n'aura plus le choix, qu'on va le conduire à l'hôpital. Donc c'est pour ça que je dis que plus de 80% des patients ne sont pas à l'hôpital. Ils sont dans la société. Oui. Et au-delà même de ceux qui sont en train d'essayer, il y a d'autres qui sont malades, mais d'autres types de maladies. Parce qu'on a l'impression que le malade, c'est juste le palu, le diabète. Non. Parce que moi, la première chose que j'ai appris quand je suis entré en fac de médecine, on avait notre professeur de psychologie qui nous a appris quelque chose que j'ai retenu jusqu'à ce jour. Et il nous répétait ça chaque fois qu'il entrait en classe. Un être humain, il est biopsychosocial. Quand il entrait en classe, il écrivait d'abord ça. Pour que tu puisses comprendre que l'être humain, c'est 3 dimensions. Biologique, c'est-à-dire notre corps, les organes et tout le reste. Psychologique, l'état d'esprit. Et social, les interactions qu'on a avec les autres. Ça veut dire qu'on peut être malade sur le plan social, malade sur le plan biologique et malade sur le plan psychologique. Donc, la maladie, par exemple, sur le plan social, ça peut être quoi? Ça peut être la misère. Parce que si quelqu'un est misérable, si quelqu'un n'arrive pas à manger de manière convenable, parce qu'il n'a pas de moyens, parce qu'il n'a pas de travail, parce qu'il est au chômage, ça veut dire que la première conséquence, c'est quoi? Il n'arrive pas à bien manger. Quand il n'arrive pas à bien s'alimenter, ça va entraîner un problème biologique. Donc, on parle d'une maladie sociale qui entraîne une maladie biologique. La maladie biologique aura forcément aussi une influence sur l'état d'esprit. Même l'état social ou la maladie sociale aura un impact sur l'état d'esprit. Parce que quand tu es pauvre, ça veut dire que ta voix ne compte pas. Ça veut dire que quand les gens parlent, tu ne parles pas. Ça veut dire que quand tu arrives dans un snack, on offre à boire, tu ne peux pas ouvrir le premier, puisque ce n'est pas toi qui as acheté. Mais tu as peur que si tu ouvres, on va dire que bon, comme tu as donc ouvert, c'est toi qui vas payer la facture. Donc du coup, tu es dans un état d'esprit dramatique. Ça veut dire que tu n'as aucune décision à prendre. Il y a un pasteur qui disait que quand tu es pauvre et misérable, il y a même certains types de positions que tu ne peux pas demander à ta femme de prendre. Parce qu'elle va dire que tu es pauvre. Comment tu me demandes de prendre cette position? Toi aussi, tu ne vois pas que tu exagères. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les vrais malades en Afrique ne sont pas à l'hôpital. Ils sont dans la société là-bas. Ils lisent l'heure, ils sont devenus l'heure. Donc moi j'ai décidé d'aller là-bas où ils sont. Leur dire que les gars, ce n'est pas perdu, rien n'est perdu. Il y a encore des solutions. Et j'ai donc commencé à partager mes connaissances avec eux. J'ai commencé à partager mon savoir-faire avec eux. J'ai commencé à faire des choses pour leur montrer que si vous pensez que ce que je dis ne fonctionne pas, voici une preuve que ça fonctionne. Voilà un projet qu'on a fait. Voilà une marque de chips qu'on a lancée. Voilà une marque de textile qu'on a lancée. Voilà telle entreprise qu'on a fait. Vous voyez comment on l'a fait. Vous savez que vous pouvez aussi le faire. Parce que tant que vous allez rester dans la misère, dans la pauvreté, vous ne pourriez pas être en santé. C'est impossible d'être en santé. Il n'y a aucun paracétamol qui soigne la misère ou la pauvreté. Donc, tu peux pas avoir quelqu'un qui arrive à l'hôpital, il a perdu son emploi, il a perdu sa femme, il a perdu tout, on l'a chassé de sa maison, sa tête fait mal, c'est ce qui est normal, tu vois, puisque il a tout perdu. Il arrive à l'hôpital, les maux de tête depuis 2 semaines. Et tu dis que ça a commencé quand 2 semaines. Voilà, vous avez pris quelque chose, non, ok. Tu prends l'ordonnance et Ferralgan. Il peut boire même 6 boîtes. Et chaque fois qu'il va boire une boîte, il aura plus mal à la tête parce que chaque boîte la coûte cher. Ouais. Tu vois, donc il est d'abord au chômage, il a perdu son emploi, il a perdu sa maison. Il doit encore chercher de l'argent dans s'endetter pour acheter un médicament pour boire. Du coup, le médecin en Afrique, si en Afrique il y a 10 médecins, 2 doivent rester à l'hôpital pour gérer les cas urgents, pour s'occuper de ceux qui viennent malades, mais les 8 autres doivent être dans la société. Doivent aller dire aux femmes, battez-vous, travaillez. Doivent dire aux hommes, battez-vous. On ne peut pas être en santé lorsqu'on vit dans un endroit insalubre. Parce qu'on dort avec les moustiques tous les jours. Et quand tu seras malade, tu n'auras même pas les moyens de te faire soigner. Donc, il faut qu'on anticipe sur la maladie. Il faut qu'on vienne dans la société montrer aux gens, voici ce que vous devez faire pour être en bonne santé sur le plan social, en bonne santé sur le plan psychologique et forcément en bonne santé sur le plan biologique. Il faut qu'on apprenne aux gens à manger. Les gens ne savent pas manger. On pense que manger, c'est juste que ce qui est disponible, tu manges. Non. Ouais. Manger, c'est un art. En fonction des moyens dont tu disposes et de la santé que tu souhaites toujours maintenir, il y a une façon de manger. Les gens ne savent même pas que boire de l'eau, il y a une manière de boire de l'eau.
Parce que je dis toujours aux gens, si tu as une insuffisance, si tu souffres d'insuffisance rénale chronique aujourd'hui, tu vas faire comment alors que tu es pauvre? Tu dois éviter cette maladie au maximum. Et parfois, le moyen le plus efficace, c'est l'eau.